Oui, bonjour, bon matin. On est mercredi le 20 mai, une belle journée ensoleillée. Et aujourd'hui, ma capsule numéro 7, je vais vous parler des migraines. Alors, pour ceux qui vont se connecter, merci de me dire, je vais marquer ici, si le son est bon, si on m'entend bien. Voilà. Est-ce que le son est bon? Et merci de vous présenter. Alors aujourd'hui, on va parler des migraines. Alors, c'est un sujet qui concerne beaucoup les femmes. Alors, les migraines, mal de tête ou les céphalées? Alors, comment on peut nommer tout ça? Alors, pour commencer, je vais vous montrer le plan. Bonjour. Donc, mon plan aujourd'hui. Alors, ma présentation pour la capsule numéro 7. Je vais remettre ça un petit peu comme ça. Voilà, voilà. Alors, je vais parler des principaux symptômes, bien sûr. Je vais parler des personnes à risque, des facteurs de risque. On va parler des mesures de prévention, les mesures préventives de base. Je vais parler des traitements qu'il existe pour soulager, prévenir en tout cas les crises de migraine. Je vais vous donner des conseils en cas de crise. On va parler quand même de Vite 911 parce que c'est très important et des groupes de soutien qui existent. Et oui, dans les traitements, j'aurais dû faire une parenthèse parce que forcément aujourd'hui, je vais vous parler de la réflexologie, comment la réflexologie peut soulager les migraines. Donc voilà la présentation de ma capsule. Je vais baisser un petit peu ça. Voilà. Donc bienvenue à tous dans cette belle journée. Je vais décaler un petit peu. Voilà, comme ça. On est bien comme ça là? Alors, les migraines. Alors c'est ça. En fait, il y a trois sortes de maux de tête. Bon, on les a comme catégorisés en trois sortes. Il y a les céphalées de tension, il y a les migraines et l'algie vasculaire de la face ou céphalée de Horton. Je ne sais pas si c'est de la famille Atim, mais en tout cas. Alors l'algie vasculaire de la face, je vais juste vous donner la définition tout de suite parce que je vais pas en parler en fait. Aujourd'hui, je vais vraiment focuser sur les migraines. Donc l'algie vasculaire de la face, c'est des maux de tête fréquents, brefs mais intenses, surtout la nuit. Douleur ressentie autour de l'œil, puis elle s'étend au visage de façon unilatérale et toujours du même côté. Elle est beaucoup plus fréquente chez les hommes, mais assez rare. En général, c'est des personnes qui ont plus de 20 ans et on parle de moins de 1 adulte sur 1000. Donc, comme c'est peu représentatif aujourd'hui, voilà, je vous donnais juste la définition. Après ça, les céphalées de tension. Qu'est-ce qu'on entend par céphalée de tension? Donc, céphalée, c'est la terminologie pour dire mal de tête. Ça se passe dans la tête. Donc, c'est le mal de tête le plus fréquent. Il est ressenti comme une tension locale au niveau de la boîte crânienne et est souvent relié alors au stress ou à l'anxiété ou au manque de sommeil, donc la fatigue, à la faim ou à l'abus d'alcool. Donc ça, c'est plus le mal de tête lendemain de veille ou alors, comme on dit chez nous en France, gueule de bois. Au Québec, c'est le lendemain de veille. Donc ça, c'est la céphalée de tension. Donc celle-là, on sait c'est quoi qui la déclenche, donc on peut facilement travailler sur les causes. Moi, je vais m'attarder aujourd'hui, vraiment ma capsule s'adresse plus vraiment les migraines. Alors, c'est quoi les migraines? Alors, la migraine est une forme particulière de mal de tête. Parce que tout ça, c'est des synonymes. Mal de tête, céphalée, migraine, c'est à peu près, on parle de la même chose. Mais là, la migraine en soi, c'est une forme particulière de mal de tête, ou de céphalée, bien sûr. Alors, elle se manifeste par crise. Je vais me tourner un petit peu. Elles se manifestent par crises qui peuvent durer alors de quelques heures à quelques jours. La fréquence des crises est variable. D'une personne à l'autre, elle diffère et peut aller de plusieurs crises par semaine à une crise par an ou moins.
Une crise de migraine commence souvent par une douleur ressentie d'un seul côté de la tête, donc unilatérale, ou localisée près de l'œil. Puis elle s'aggrave au mouvement. La douleur est souvent perçue comme des pulsations dans la boîte crânienne et elle est aggravée alors par la lumière, par le bruit et parfois les odeurs. La migraine peut aussi s'accompagner de nausées et de vomissements. Les femmes sont 3 fois plus touchées que les hommes parce que en fait, il y a un lien entre notre cycle hormonal menstruel et les migraines, surtout vers la fin du cycle. 26% des femmes canadiennes se disent migraineuses et que ça altère justement leur qualité de vie. La particularité, c'est que dans 10 à 30% des cas, les crises de migraine sont précédées de manifestations physiologiques qu'on regroupe sous le nom d'aura. Alors, souvent, vous en entendez parler, mais c'est quoi l'aura? Alors, les auras sont essentiellement des troubles visuels qui peuvent prendre forme d'éclairs lumineux, de lignes aux couleurs vives ou d'une perte de vue temporaire. Ça peut aussi être accompagné d'engourdissement du visage ou de troubles du langage. Mais les auras, c'est essentiellement des troubles visuels. Alors ces symptômes durent de 50 à 60 minutes et en fait ils disparaissent en moins d'une heure, mais ça c'est précurseur. Donc vous avez d'abord l'aura et ensuite une heure après il y a la migraine qui embarque. Donc c'est ça, l'aura c'est moins d'une heure avant, puis survient alors la migraine ou mal de tête. La migraine touche environ 12% des adultes. La migraine est également répandue chez les enfants et les adolescents de 5 à 10%, mais en fait on pense que c'est sous-diagnostiqué. Donc on pense qu'il y aurait beaucoup plus d'enfants et d'adolescents qui souffrent de migraine aussi. Les premières crises en général apparaissent durant l'enfance ou le jeune âge adulte. Et au-delà de 40 ans, les migraines se font beaucoup plus rares et elles disparaissent souvent, pour la plupart des femmes, après 50 ans. Donc il y a vraiment un lien, ça commence déjà à la puberté jusqu'à la ménopause. Les signes précurseurs courants de la crise de migraine de quelques heures à 2 jours avant. Donc, il y a quelques signes qui peuvent vous donner la puce à l'oreille que 2 jours avant, si je commence à me sentir fatiguée, une raideur dans le cou, des fringales, des émotions à fleur de peau, une sensibilité accrue au bruit, à la lumière ou aux odeurs, ça peut vous donner des indices sur oups, il y a une crise de migraine qui s'en vient d'ici quelques heures ou dans 2 jours. Faire le lien aussi avec dans mon cycle hormonal, menstruel, où est-ce que je suis rendue, parce que c'est surtout vers la fin du cycle. Donc juste avant que les règles commencent et pendant la période de règles, que là c'est beaucoup plus intense. Alors voilà pour la définition. Donc aujourd'hui, je vais vraiment parler des migraines. Là, je cherche, je l'ai mis dans quoi? Les principaux symptômes, je vais revenir sur mon plan. Oh, j'ai oublié de l'enlever. Donc, les principaux symptômes de la crise migraineuse. Donc, la crise migraineuse, alors elle peut durer de 4 à 72 heures. Ok. Alors, les principaux symptômes, alors un mal de tête plus intense et plus durable que des maux de tête ordinaires. Ça, c'est vraiment pour faire la différence entre juste le mal de tête de lendemain de veille que par rapport à une crise vraiment migraineuse, c'est que c'est un mal de tête beaucoup plus intense et beaucoup plus durable. Hein. Je parlais jusqu'à 72 heures. Une douleur localisée, souvent concentrée d'un côté de la tête, donc unilatérale. Une douleur lancinante, des élancements et des pulsations dans la boîte crânienne, des nausées, des vomissements, des troubles de la vision, une sensation de froid ou de sueur, une sensibilité accrue au bruit et à la lumière. Donc on va même parler de photophobie, qui oblige souvent la personne à s'isoler dans une pièce calme et sombre. Et le mal de tête est souvent suivi de fatigue, de difficulté à se concentrer et à dormir.
Donc ça, c'est les principaux symptômes. Ensuite, je vais vous parler des personnes à risque. Bonjour tout le monde, surtout n'hésitez pas à m'écrire vos noms pour que je vois qui est là, qui me suit en direct et si vous avez des questions. Puis juste me dire si le son, si tout va bien. Merci. Alors, les personnes à risque, eh ben oui, comme je vous l'ai dit, c'est les femmes. Les femmes, c'est 3 fois plus que les hommes et 2 tiers souffrent davantage pendant les menstruations. Donc, comme il y a un lien avec le cycle hormonal, c'est surtout avant et pendant les menstruations. Donc, les fluctuations hormonales et plus particulièrement la chute des hormones à la fin du cycle menstruel peuvent contribuer à déclencher des crises. Alors, donc, on a les femmes. Ensuite, au cours de la grossesse, les migraines ont une tendance à diminuer en intensité, surtout à partir du second trimestre. Les crises sont plus importantes à partir de la puberté et donc disparaissent souvent à la ménopause. Mais parfois, chez certaines femmes, elles apparaissent à la ménopause, vu que c'est en lien avec la chute des hormones. Les autres personnes à risque, c'est les personnes dont les parents souffrent ou ont souffert de migraines, surtout avec aura. Et le risque à ce moment-là est multiplié par 4. Donc si on a des parents qui déjà avaient des problèmes de migraine avec aura, il y a une chance sur 4 que l'enfant en souffre aussi. Et en dernier, personne à risque, j'ai personne avec une déficience d'un gène qui prédispose à la migraine hémiplégique. C'est une forme familiale de migraine qui est héréditaire mais qui est assez rare. Donc, pour résumer, les personnes à risque, surtout les femmes, à partir de la puberté jusqu'à la ménopause, et ceux qui ont des parents migraineux. Ensuite, on va parler des facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque, alors forcément, ils varient d'une personne à l'autre. Donc, qu'est-ce qui va vraiment déclencher les crises ? Alors d'abord, on a des facteurs d'ordre personnel ou environnemental. Alors, en voici quelques-uns. Donc, des facteurs d'ordre personnel et environnementaux. Alors, forcément, il y a le stress, il y a l'anxiété, il y a la dépression. Le fait de relaxer après une période de grand stress. Donc en fait, c'est une migraine qui va survenir par exemple au début des vacances. Souvent les gens quand ils tombent en vacances, ils ont accumulé trop de fatigue, trop de stress, puis souvent les gens me disent « Ah ben là je comprends pas, à chaque fois que je tombe en vacances, je tombe malade ou j'ai des crises de migraine. » Mais c'est en lien, c'est parce que là il y a un gros relâchement, il y a eu beaucoup de fatigue, de stress accumulé, puis quand on tombe en vacances, ben tout relâche. Donc ça aussi, ça peut être un facteur. Comme j'en ai parlé, ça peut être la faim, donc le fait de jeûner ou de sauter des repas peuvent provoquer une crise. Il peut y avoir une modification des habitudes de sommeil, donc c'est sûr que si on dort moins pendant plusieurs nuits, moins de 6 heures, ben, ça débalance, on est fatigué, puis là ça peut créer une crise de migraine. Lorsqu'il y a une modification de la pression atmosphérique, donc les gens sont quand même, c'est ça, l'environnement est très important sur le déclenchement d'une crise de migraine. Un autre facteur, c'est sur la lumière vive ou les bruits forts. C'est aussi faire soit trop d'exercice physique ou pas assez d'exercice. Il peut y avoir donc tout ce qui est odeur, donc le parfum, la fumée de cigarette, les odeurs inhabituelles ou la pollution aussi atmosphérique. Certains médicaments aussi peuvent avoir un effet secondaire de donner des maux de tête, donc tout ce qui est analgésique, contraceptifs oraux. Et le dernier facteur personnel, c'est surtout les menstruations, donc le cycle menstruel. Donc ça, c'était les facteurs environnementaux et personnels. Ensuite, il y a d'autres facteurs qui peuvent être d'origine alimentaire, qui peuvent créer des crises de migraine. Donc, 15 à 20% des gens qui souffrent de migraine indiquent que certains aliments sont à la source de leur crise. Alors, les aliments le plus souvent cités sont, alors forcément, on parle d'alcool, mais surtout le vin rouge et la bière. On va parler de caféine. Alors ça peut être soit j'ai trop pris de caféine ou justement j'en ai pas pris, je suis en sevrage. Donc ça aussi ça peut créer des migraines. Donc l'alcool, la caféine ou le manque de caféine, certains fromages vieillis, le chocolat, le yogourt, les aliments fermentés ou marinés,
le glutamate monosodique, donc ça, j'ai pas, c'est un conservateur, je pense, hein, ou un conservateur salé dans les produits préparés, et l'aspartame. Donc ça, c'est une enquête, hein, c'est les gens qui ont fait le lien entre les crises de migraine et les aliments. Mais pour ça, je vous dirais de valider surtout avec votre nutritionniste, de faire justement une petite étude sur entre ce que vous mangez quand la crise arrive, qu'est-ce que vous avez mangé les heures d'avant, voire 2 jours avant, qui pourrait être en relation. Donc n'hésitez pas à contacter une nutritionniste pour vous aider à vérifier tout ça. Donc voilà, là j'ai parlé des facteurs de risque. Ensuite, on est rendu aux mesures préventives de base. Alors, c'est pour réduire la fréquence et l'intensité des crises de migraine et parfois même les éliminer. On veut améliorer la qualité de vie et réduire les besoins en médicaments. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en mesures préventives de base? Alors, les migraineuses, souvent, vont me dire, bah, je tiens un journal. Donc, le journal des migraines. Ça, c'est très, très important. C'est afin de découvrir c'est quoi les éléments déclencheurs. Étant donné que c'est tellement, les migraines sont tellement spécifiques à chaque personne, chacun réagit à des facteurs différents. Donc, vraiment, chaque corps étant unique, notre vie est unique aussi. Donc, c'est bien d'avoir un journal de bord, puis d'inscrire justement qu'est-ce qui aurait pu déclencher ma crise de migraine. Donc, je vais noter quoi? Je vais noter ce que j'ai consommé, donc les aliments, qu'est-ce que j'ai mangé, c'est quoi mes symptômes, je vais noter c'était quoi ma situation psychologique juste 2 jours avant, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, les conditions externes aussi, qu'est-ce qui s'est passé autour de moi, et toutes les autres informations qui seraient pertinentes. Puis à force de faire cet exercice, vous allez pouvoir voir c'est quel élément, qu'est-ce qui fait que quand tout ça c'est ensemble, j'ai une crise de migraine. Donc quand on arrive à cibler c'est quoi la cause, c'est sûr qu'on va plus facilement pouvoir y travailler. Ensuite, les mesures préventives de base, c'est sûr qu'il va falloir travailler sur son stress et son anxiété. Va falloir réduire sa consommation d'alcool. De préférence, il ne faudra pas sauter des repas, donc d'où l'idée d'aller voir sa nutritionniste et de penser aussi aux collations. Les collations, c'est pas juste pour les enfants, hein. Souvent on oublie en tant qu'adulte, mais on est mieux de fractionner nos repas, de prendre 3 repas pas trop copieux, mais de prendre des collations entre. Donc pour éviter la faim, faire de l'exercice physique. Alors là, pareil, attention à l'intensité, pas trop intense non plus, mais il faut avoir une activité physique pour aider à prévenir. Et dormir suffisamment. Forcément, moins de 6 heures, ça devient un peu difficile. Puis d'avoir un petit peu un horaire aussi de sommeil, c'est-à-dire essayer toujours de garder à peu près à quelle heure je me couche, à quelle heure je me lève, de garder une certaine routine, de s'écouter aussi quand on est trop fatigué. Si on a passé des nuits blanches, essayer de récupérer au moins dans la journée, d'essayer de faire des siestes parce que trop de fatigue va être, ça vous pouvez le voir dans ma capsule sur le sommeil aussi, mais trop de fatigue va m'empêcher de dormir en plus, donc il faut trouver des moments de repos. Et c'est sûr que la clé, c'est adopter une bonne hygiène de vie. Ça, forcément, cigarette, alcool, sommeil, exercice, il n'y a pas de secret là, c'est de bonnes habitudes de vie. Donc ça, c'était les mesures préventives. Donc là, avez-vous des questions? Est-ce que tout va bien? Allô Isabelle? Allô Denise? Donc les traitements. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir et pour soulager les crises de migraine? Alors forcément, il y a toute la médication antidouleur en vente libre. Donc ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous savez très bien dans le rayon de pharmacie ce que vous pouvez vous acheter. Par contre, il faut faire attention quand même. Il ne faut pas prendre de médication plus de 2 à 3 fois par semaine parce que sinon, vous pouvez avoir une crise des céphalées de rebond. C'est-à-dire, c'est une fois que le médicament a fini d'agir, pof, la céphalée, la migraine reprend le dessus. Et en fait, c'est comme un cercle vicieux. Il faudrait comme toujours prendre la médication. Puis dès qu'on l'arrête, hop, ça revient, ça repart, ça revient. Donc, faites attention de ne pas abuser de la médication parce qu'il y a un effet rebond. Donc, pas plus que 2 à 3 fois par semaine.
Puis même pour le foie et les reins, c'est top, hein. Il faut bien s'hydrater aussi pour les aider. Ensuite, il y a tout ce qui est médicaments sur ordonnance. Ça, vous voyez avec votre médecin de famille, hein. Il existe maintenant beaucoup de traitements pour prévenir. Dès qu'on sent les premiers symptômes, hop, on prend un médicament, puis ça aide à faire diminuer ou à passer la crise. Il y en a qui sont à prendre, mais il faut vraiment être à l'écoute de son corps. Dès qu'on sent que ça s'en vient, hein, dès qu'on a des petits signes précurseurs, il faut agir tout de suite. Donc ça aussi, ça vous voyez ça avec votre médecin de famille, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Moi, je vais plus m'attarder sur les médecines douces, les médecines naturelles. Alors pour soulager les migraines, on peut aller voir du côté de l'acupuncture. On peut forcément, hein, on parle de stress et d'anxiété, donc il va falloir plus aller peut-être faire de la méditation, de la relaxation, comme du yoga, de la respiration. Mais c'est sûr que si on arrive à se calmer et à bien respirer pour enlever la tension, le stress et l'anxiété, ça va vous aider. La massothérapie. La massothérapie est reconnue pour soulager les migraines, surtout quand on parle de tension au niveau du cou et des épaules. Ça va aller vraiment détendre la zone. Tout ce qui est ostéopathie, physiothérapie, chirothérapie, tout ce qui est manipulation, massage de la zone qui est en tension. Ça va aider à soulager. Alors peut-être pas au moment de la crise, parce que souvent on ne veut pas qu'on nous touche, parce que c'est très douloureux, mais en prévention. Allez-y en prévention, puis après en maintien. D'aller voir régulièrement votre masso, votre ostéo ou votre physio, votre chiro, là, mais c'est reconnu que ces techniques-là vont vraiment vous aider pour mieux gérer gérer vos crises de migraine en prévention et après en maintien. Oui, il y a les plantes, hein, la phytothérapie, j'en parle souvent. Les plantes, c'est nos premiers médicaments, ils ont beaucoup de vertus. Pour ça, je vous conseille fortement d'aller voir une naturopathe certifiée ou une herboriste certifiée qui peut vous aider à vous faire du sur-mesure. Donc, les plantes que j'ai trouvées, c'est pour ça que je ne veux pas développer le sujet, je ne suis pas une spécialiste, mais les plantes qui sont reconnues, qui ont des vertus pour soulager les crises de migraine, on parle des feuilles de grande camomille, on parle de mélisse et de pétasite. Donc là, je vous donne juste les noms, mais sachez qu'une herboriste ou une naturopathe peut vous aider pour préparer soit des pommades, des crèmes, des tisanes à base de plantes, hein. Les plantes ont des effets, des vertus vraiment très très intéressantes et ça marche. Donc les plantes, c'est sûr que la nutritionniste aussi a sa place, hein, vu que je vous ai dit que tantôt il y avait des facteurs déclenchants au niveau alimentaire. On parle même parfois d'allergies alimentaires, que certaines allergies alimentaires ou d'intolérances vont provoquer des migraines. D'où l'idée vraiment d'aller voir au niveau de la nutrition, les aliments, qu'est-ce que vous mangez, que 2 jours après, il y a une crise qui s'en vient. Donc la nutrition, les plantes, la massothérapie, tout ce qui est méditation, relaxation, gestion du stress, ça va être très très important pour faire de la prévention et diminuer les crises. J'espère que ça ne va pas rester figé. Oui, c'est reparti. Non, je ne sais pas, des fois ça fige un peu. Alors, moi, je suis là surtout pour vous parler d'une médecine douce que je pratique depuis 2 ans maintenant, c'est la réflexologie. Alors, la réflexologie, qu'est-ce que je peux faire pour les migraines? Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué dans les autres capsules, la réflexologie, c'est aller masser des zones réflexes au niveau des pieds qui sont en lien. C'est comme votre pied, là, c'est comme le miroir. C'est comme le miroir du corps. Toutes les parties du corps, tous les organes, tous les systèmes sont représentés dans vos pieds. Et donc, je vais vous le montrer comme ça. Et donc, dans les pieds, là, il y a des zones réflexes que je vais aller stimuler. Et en les stimulant, je vais aller les rééquilibrer. Parce que la nature est bien faite, notre corps veut toujours l'équilibre. Mais quand on a une maladie ou une problématique de santé, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. Donc on va aller chercher à rééquilibrer. Donc pour la réflexologie, qu'est-ce que je vais travailler pour vous soulager au niveau des migraines? Donc comme je vous l'ai dit tantôt, pour les femmes, c'est très en relation avec le système endocrinien. Hein, le système endocrinien, nos hormones. Donc en réflexologie, je vais aller travailler par rapport à l'hypothalamus. L'hypothalamus, lui, c'est le chef glandulaire et c'est le chef du système nerveux.
Donc, il va aller aider au niveau de la douleur et on va l'aider aussi à sécréter un peu d'oxytocine et d'endorphine. Ça, c'est nos hormones du bonheur et de soulagement pour la douleur. Donc, l'hypothalamus, je vous l'ai colorié ici, il est dans le gros orteil. L'hypothalamus, il est ici, l'allongé au milieu du gros orteil des deux côtés. Donc, lui, on va aller le travailler, l'hypothalamus. Et je vais aussi travailler l'hypophyse. Alors l'hypophyse, elle, c'est la chef d'orchestre, elle, c'est la glande maîtresse, elle, c'est le chef de toutes les glandes qui vont nous aider au niveau des hormones. Donc comme on veut rééquilibrer notre système hormonal, on va aller travailler l'hypophyse pour équilibrer toutes nos hormones, puisque je vous ai dit que c'était suite à une chute d'hormones que les migraines pouvaient être déclenchées. Donc on va aller rééquilibrer et dire à l'hypophyse, ah ouais, les hormones, il faut que tout soit bien en équilibre. Donc l'hypophyse, c'est le petit rond ici que je vous ai dessiné des deux côtés. Donc tout ça, ça se passe dans la tête, dans le gros orteil. Et c'est ça, on va aller vraiment chercher l'équilibre hormonal et on peut aussi s'attarder sur les ovaires. Je ne les ai pas coloriés là, mais dans le pied aussi, il y a les ovaires parce que nos ovaires, eux, vont sécréter deux hormones, l'œstrogène et la progestérone. Donc celles-là aussi, on veut les garder en équilibre, surtout que c'est en lien avec notre cycle menstruel. Donc on va aller travailler donc, le système endocrinien, voilà. Ensuite, en réflexologie, on va aller supporter aussi le système nerveux, hein, parce que les céphalées dans la tête, c'est neurologique, il y a une bonne partie neurologique, c'est le cerveau. Donc, dans le système nerveux, là, il y a un nerf que les migraineuses et migraineux connaissent très bien, c'est le nerf d'Arnold. Alors lui, c'est qui lui? Le nerf d'Arnold, je vais vous le montrer, j'ai une belle petite image quelque part. Oui, il est là. Le nerf d'Arnold, alors le nerf d'Arnold, lui, il prend sa base au niveau des cervicales, de la première et la deuxième cervicale. Comme vous le voyez en bas, en C2, il va prendre sa base et il va aller irradier en arrière de la tête, il va remonter ici. Donc, c'est un nerf qui est issu donc, de la seconde racine nerveuse en cervicale, donc C2, qui innerve des premières vertèbres cervicales. Lorsqu'il est irrité, donc le nerf d'Arnold, il va innerver le cuir chevelu. Et donc la douleur irradie en casque de l'arrière du crâne jusque derrière les oreilles et souvent jusqu'à l'œil. Donc le nerf d'Arnold, on l'appelle aussi le nerf grand occipital. Donc c'est vraiment le casque en arrière jusqu'aux oreilles là. Et puis quand ce nerf d'Arnold a été blessé, alors ça peut être dû à un choc à la tête, à un traumatisme, ça peut être dû à une entorse cervicale, ça peut être des contractions musculaires dans le cou, quand on a le cou qui est barré. Contraction musculaire, de l'arthrose, trauma, le stress. Ça peut être des problèmes donc neuromusculo-squelettiques, d'où l'idée d'aller voir une masso, un chiro ou un ostéo, parce que c'est toute cette zone cervicale qui se bloque et elle va bloquer, elle va coincer le nerf. Il va y avoir une pression sur ce nerf d'Arnold qui lui va réagir, va s'inflammer, puis va envoyer la douleur justement en casque. Donc ce nerf d'Arnold en réflexologie, on le connaît bien. Il y a un beau petit point qu'on peut travailler en réflexologie au niveau du gros orteil. Le petit point rouge que je vous ai mis là à la base du gros orteil vers l'interne des deux côtés. Les deux côtés, donc le petit point, le petit point rouge ici, là, et de l'autre bord, là. Donc le nerf d'Arnold, le petit point rouge, lui, on va aller travailler pour le soulager, pour le détendre, pour enlever l'inflammation qu'il y a dans ce nerf. Donc, comme vous voyez là, il peut y avoir des migraines, des crises de migraines qui se déclenchent parce qu'en fait, il y a une tension dans toutes les cervicales. Et comme la plupart des nerfs au niveau des cervicales vont aller innerver le crâne, même le trijumeau aussi, là, vous savez, le trijumeau, lui, c'est mâchoire, bouche, nez, puis il redescend par ici. Donc, si à la base, le trijumeau, il y a une souffrance, il y a une blessure, de l'arthrose, des compressions, une hernie, une entorse, c'est sûr que ça va vous donner des douleurs dans tout le visage. Donc, au niveau neurologique, la réflexologie, on va aller détendre tout ça. Je vais vous remontrer
ma page, voilà. Donc au niveau nerveux, c'est ça, je vous ai parlé surtout du nerf d'Arnold. Le trijumeau aussi, on peut aller le soulager. Je vais soulager au niveau de tout ce qui est tête, de la tête, la colonne vertébrale, parce que ça c'est tout notre canal neurologique. Donc ici, je peux vous montrer toute la colonne vertébrale. Ici, elle est sur le côté du pied, des deux pieds. Là, on va aller travailler ça. Au niveau de la tête c'est l'extrémité des orteils. On va aller travailler ça pour soulager. Le plexus nerveux, donc lui, c'est notre zone plexus nerveux, donc on peut aller travailler pour détendre toute cette zone qui est souvent trop contractée, trop de tension. Et ça, c'était au niveau du système nerveux. Et on va aussi aller travailler les zones concernées. Parce que si la personne me dit, ben moi, mes migraines, c'est au niveau des yeux, ben je peux aller travailler les yeux aussi pour détendre le nerf ophtalmique et la zone des yeux. La zone des yeux, c'est à la base des deux orteils ici, des deux côtés. Ici, sur le rebord des orteils, ici, la petite zone rouge que j'ai dessinée ici, c'est tout ce qui est les nerfs justement du crâne. Donc là, on va aller travailler tous les nerfs du crâne. Et après ça, le cou, tout ce qui est la zone du cou, de la nuque, des nerfs du cou aussi, à la base du gros orteil, on peut aller détendre cette zone-là. D'ailleurs, les clientes migraineuses, ça c'est des points que quand je les touche, aïe aïe, ça fait mal, on sent vraiment qu'il y a une réaction parce que la zone est beaucoup plus sensible. On peut aussi aller travailler la zone des épaules, hein, parce que tout ce qui est relié ici, là, il y a des muscles qui vont de la tempe dans le cou jusqu'aux épaules. Le sternocléidio occipito machin là, SCOM, sternocléido occipito mastoïdien. Donc ça c'est un muscle qui va de la tête jusqu'aux épaules. C'est pour ça que la zone des épaules on doit la travailler. Et c'est pour ça aussi que quand vous avez une tension ici, après ça peut remonter ici, puis après ça remonte sur la tête parce que tout ça c'est relié. Donc en massothérapie, en ostéo, en chiro, en réflexologie, ça va être des zones qu'on va aller chercher à détendre. Donc tout ce qui est tête, nuque, cou, épaule, on va aller détendre tout ça parce que c'est comme ça. Alors le problème aussi, c'est que le cerveau, il y a une mauvaise tendance, c'est qu'il va se rappeler la douleur. C'est-à-dire que même si, exemple, vous avez subi une entorse ou un traumatisme, même si l'inflammation est partie, que la zone est guérie, souvent, le corps, lui, ce qu'il veut, c'est protéger la zone qui a souffert. Donc, il va garder une contraction pour justement je veux pas que ça bouge, je veux pas que ça bouge, je veux supporter cette zone qui a souffert, donc je vais la garder bloquée. Et au bout d'un moment, les muscles restent tendus et ils ramassent les nerfs avec, bien sûr, toute tension, les os, plus rien qui bouge. Et souvent, les gens continuent à avoir mal parce que au niveau neurologique et des muscles, ils se rappellent plus c'est quoi que je peux me détendre, que je peux relâcher la pression. Donc souvent, il y a une tension qui reste après le traumatisme ou la blessure parce que le muscle est plus au courant qu'il peut se détendre. D'où l'idée d'aller faire des traitements de masso ou d'ostéo ou de chiro ou de physio ou de réflexologie pour aller détendre ces zones-là, aller physiquement leur dire ouais ok c'est bon là relâche la tension, relâche, relaxe, détends-toi, c'est bon le danger est parti, on n'a plus mal. Et juste d'envoyer le message parce qu'à ce moment-là ce que ça va faire c'est que la zone qui va se détendre va envoyer un message au cerveau et lui dire ah waouh, je peux me détendre, j'ai plus mal, tu sais, je peux relaxer maintenant, j'ai plus mal. Donc c'est ça, très très important, la massothérapie, pour aller donner un message qui va être envoyé du corps vers le cerveau pour lui dire là on se détend, c'est bon, j'ai plus mal. Mais c'est tout un travail. Donc voilà la réflexologie, ce que ça peut faire pour vous aider au niveau des migraines. Avez-vous des questions? Alors, on va continuer. Donc, là, on est rendu, donc traitement, c'est fait. Conseil en cas de crise. Alors, c'est bien beau, oui, la prévention, oui, mais là, j'ai une crise de migraine. Qu'est-ce que je fais? Alors, forcément, on va s'allonger dans une pièce sombre et calme, hein, comme je vous ai dit, et sans odeur. Donc sombre parce que la lumière c'est agressif,
le bruit, l'odeur. Donc on s'allonge, on se repose. On peut mettre une compresse froide sur son front ou ses yeux, ou les ice packs ou les choses qui soulagent. Se masser le cuir chevelu, hein, dépendamment de où est la zone de tension, où est-ce que ma migraine, elle s'en va. On peut masser, mettre une pression sur les tempes. Hein, si j'ai mal autour des yeux, là, ici, je peux aller masser cette zone. Alors forcément, se masser peut-être avec des huiles essentielles. Alors là, pareil, on peut se référer à une herboriste ou une naturopathe. Mais les huiles essentielles reconnues quand même qui ont des vertus pour soulager les migraines, j'ai trouvé l'eucalyptus, la lavande vraie, la menthe poivrée et le romarin. Par contre, il y a des effets secondaires, puis il y a des contre-indications, puis il y a des zones, il faut faire attention autour des yeux, là, pour ne pas l'avoir trop proche des yeux, ça peut être très irritant. Donc ça aussi, vous voyez, avec une herboriste ou une naturopathe. Mais eucalyptus, lavande vraie, menthe poivrée et romarin sont des huiles essentielles qui ont vraiment des effets pour soulager les migraines, puis on peut s'en mettre sur les tempes et masser. Masser, masser, ou la zone vraiment qui fait mal. En cas de crise aussi, très très important, l'hydratation. Il faut être très très bien hydraté, au moins 2 litres d'eau. Alors, on conseille même de l'eau calcique magnésienne, c'est-à-dire riche en magnésium. Il y aurait un lien avec le magnésium, mais c'est pas prouvé non plus, mais ça peut pas faire de mal d'avoir un peu de magnésium en plus. Donc, quelles eaux on peut trouver? Je sais que dans les magasins naturels comme Alina, on peut trouver de la badoie ou épar, mais des eaux riches en magnésium, 2 litres d'eau pendant les moments de crise, ça va aider. Pendant la crise, forcément, on mange léger. On ne surcharge pas vraiment l'estomac et notre circuit digestif. Mais de toute façon, en général, les gens me disent bah là, je vomis, je suis nauséeuse, je vais rien manger. Mais manger un petit peu pour pas avoir faim. Mais des choses faciles à digérer. Hein. Le petit bouillon, la petite soupe, des petites compotes, des choses légères, pas trop grasses. Et forcément, on se tient loin des écrans. Hein. Tout ce qui est sollicitation au niveau visuel, on met ça au repos. Donc ça peut être des conseils en cas de crise. Et oui, comme je suis infirmière, je ne pouvais pas ne pas parler de VIT 911 parce que si vous êtes migraineux puis que un jour vous avez une migraine mais qu'elle ne ressemble pas du tout à ce que vous avez l'habitude d'avoir, ça se peut très bien que ça c'est pas une migraine, que là il y a un signe neurologique grave et qu'il faut aller consulter. Donc faire très attention quand on a un mal de tête qui est d'apparition brutale, intense et que ça ne correspond pas à mon mal de tête d'habitude. Donc ça, on fait très attention, surtout. Alors, si jamais c'est accompagné, parce que ça peut servir dans la vie de tous les jours hein, pour votre entourage, si une personne d'un coup se dit « Oh mon Dieu, j'ai comme des éclairs dans la tête, t'es migraineux », non, pas du tout, mais que là, d'un coup, il y a très mal à la tête, puis que c'est accompagné d'une faiblesse d'un côté du corps, qu'il y a des engourdissements, alors aussi bien au niveau du visage, de la bouche que du bras ou de la jambe, qu'il y a de la confusion, que la personne a du mal à parler et que vous ne la comprenez pas, elle fait là vous la comprenez pas, et qu'elle peut se mettre à vomir, là attention, c'est une urgence. Ça, c'est le 911. La personne est peut-être en train de faire un AVC, l'accident vasculaire cérébral. Donc là, je vous donne des consignes. Je vais m'enlever ça là parce que c'est vraiment important. Puis ça sert à tout le monde. Les consignes, vite. Alors vite, ça c'est pour vérifier si la personne, est-ce que c'est vraiment des signes d'AVC, mais il se passe de quoi. Donc le visage, est-ce que ça y est, c'est encore figé. Oui, ça revient. Okay. Est-ce que le visage est affaissé? C'est-à-dire il y a une partie une partie de la bouche qui descend. Puis là c'est simple, vous pouvez lui demander, essaye de sourire, fais un sourire. Puis là, vous verrez que la personne, elle essaye, mais la bouche, elle part tout croche. Donc, si la bouche part croche, c'est pas bon signe. Incapacité, on va lui demander, pouvez-vous lever les 2 bras? Donc ça, c'est un exercice très facile. 1, le sourire, qui est de travers. 2, lever les bras. Vous lui demandez, lève tes bras en avant, juste en... Puis là, vous verrez qu'il y a un bras qui ne suit pas du tout. Il y a un côté, vous verrez que la personne, elle lève juste un bras. Donc, si elle n'est pas capable de lever les 2 bras, ça donne un autre indice. Le T, donc on est dans vite, le T pour trouble de la parole.
Donc, posez une question. C'est quoi ton nom? C'est quoi la date aujourd'hui? On est quel jour? Puis là, si vous ne comprenez pas la réponse, c'est qu'il y a un problème neurologique. Donc, c'est une extrême urgence. Vous faites le 911. Plus vite c'est pris en charge, moins on aura de séquelles sur cet AVC. Parce que souvent, l'AVC commence par un gros mal de tête. Après ça, il y a l'engourdissement et comme la paralysie de côté. Mais des fois, c'est très, très subtil. Des fois, la personne est juste un petit peu confuse, mais les signes ne sont pas si clairs. 911, tout de suite. Ne perdez pas de temps. C'est extrêmement important de faire ça au plus vite. Plus vite on agit, plus vite la personne peut s'en tirer sans paralysie, sans aphasie et sans fauteuil roulant. Donc méfiez-vous d'un gros mal de tête qui débarque brutalement, intensément, piquez pas comme d'habitude. Hein, vite. Ça, c'est Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Ça, c'est des petits cartons que vous pouvez recevoir gratuitement. Puis apprenez les signes. Le sourire, si ça part croche. La parole, pas capable de répondre à une question correctement. Les deux bras en l'air, il y en a un qui ne suivra pas parce qu'il y a déjà une paralysie d'un côté du corps qui va se faire. Donc 911, c'est une urgence. Puis aussi, si la personne se plaint d'un mal de tête, mais suite à un coup sur la tête. Si c'est un coup sur la tête, alors qu'elle soit tombée ou qu'elle ait pris quelque chose dans le visage, si elle se plaint de maux de tête après un coup à la tête et qui peut des fois être accompagné de raideur de la nuque, de fièvre, de confusion, de douleur à l'œil ou à l'oreille, là c'est pareil, c'est une urgence. Hein, s'il y a eu un trauma au niveau de la tête, ça peut être un TCC, un trauma crânio-cérébral. S'il y a eu un coup à la tête et que j'ai mal à la tête, il faut consulter. Hein, maintenant, on en parle beaucoup plus, surtout dans les sports de contact et violents, là, comme le hockey. Il ne faut pas niaiser. S'il y a un mal de tête suite à un coup, une chute ou quelque chose qui a frappé la boîte crânienne, on consulte tout de suite. Parce que sinon, après, il y a des conséquences très graves. Donc ça, c'était deux choses. Hein. AVC, trauma crânien, ça, c'est des mal de tête, c'est une urgence. 911, c'est une urgence. Bon, là, j'ai fait mon speech. Après ça, les groupes de soutien. Alors, les groupes de soutien, voilà. Alors, j'ai découvert aussi sur Internet, il y a des groupes de soutien, de discussion. Donc, le réseau canadien des céphalées, headache-network.ca. Il y a le guide forcément de santé du gouvernement où on peut aller chercher des renseignements sur les migraines, les céphalées et les maux de tête. Et au niveau à l'international, il y a World Headache Alliance. Donc là, je vais vous les laisser. Donc ça, c'est du support. Si on a des questions, on se pose des questions. On parle entre personnes qui vivent la même chose. Donc ça peut être un beau support. Un beau support. On n'est pas tout seul, hein, les migraines. Pour nous, les femmes. Avez-vous des questions? Bon, j'ai pas beaucoup de monde en ligne direct, forcément, il fait trop beau, mais je sais que c'est des vidéos qui vont beaucoup rouler une fois qu'elles sont enregistrées. Hein. Et n'hésitez pas à partager si vous avez quelqu'un qui est migraineux ou migraineuse, de lui envoyer ma capsule, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Donc ça, c'était le côté des migraines. Je vérifie si j'ai rien oublié, je pense que j'ai parlé de tout ça. Donc, c'est pour ça que je voulais surtout parler des migraines, hein, parce que c'est un mal de tête qui est vraiment particulier, puis qui se manifeste en crise, puis qui peut durer de 4 à 72 heures. Puis c'est surtout pour nous les femmes, à cause du cycle menstruel, tout ce qui est hormonal. Hein. Mais sinon, c'est encore vague. Hein. Les recherches n'arrivent pas non plus à mettre vraiment à comprendre le mécanisme des migraines. Hein. J'ai essayé de dire là-dessus, mais de définir l'origine exacte et c'est quel est le mécanisme neurologique. Au début, on pensait que c'était vasculaire, mais on n'a pas déterminé plus que ça. Et pourtant, beaucoup de monde en souffre. Donc voilà. Alors, pour finir, parce que c'est une capsule, oui, c'est une pause santé et de bienveillance. Donc, dans la bienveillance, j'ai toujours ma petite boîte de bienveillance. 100 grammes de bienveillance. Donc, je vais aller chercher ma bienveillance. Je vais vous parler de la psychologie positive. Alors, qu'est-ce que la psychologie positive? Alors, c'est ça, mon petit calepin. Ici. La psychologie positive. Alors,
Le manifeste rédigé à sa naissance en 1998 définit la psychologie positive comme l'étude scientifique des forces et des qualités qui permettent aux individus et aux communautés de s'épanouir. C'est en quelque sorte la psychologie du bonheur. La psychologie positive s'intéresse surtout à la santé et au bien-être, à ce qui permet aux individus d'être heureux et optimistes. Alors, voici quelques pistes pour la mettre en place dans la vie de tous les jours. Alors, je les ai écrits ici. Premier point, cultiver ses points forts. D'après Martin Seligman, père de cette nouvelle psychologie, l'idée est de trouver ces 5 points forts à travers des tests de personnalité. Donc sur le web, vous pouvez trouver ça, les tests de personnalité pour trouver vos points forts. Et d'organiser sa vie autour d'eux, parce qu'on travaille ses forces. On a souvent demandé aux gens, quand ils préparaient une entrevue d'embauche, de déterminer c'est quoi les faiblesses. Mais on s'est rendu compte maintenant avec des études en ressources humaines que c'est beaucoup plus payant de travailler sur ses forces. Parce qu'on va être on était déjà bon, mais là on va être rendu meilleur et voire excellent. Ma force, j'ai beau y travailler, je vais y donner beaucoup d'énergie, mais je vais rester comme moyen, tu sais, je ne deviendrai jamais excellent dans mes faiblesses. Donc oui, c'est bien de les connaître, mais si je veux mettre mon énergie dans quelque chose de positif et qui va me nourrir et qui va être facile pour moi, puis qui va m'aider à m'épanouir, c'est mes points forts, mes 5 points forts. Dernièrement, on en parlait aussi, j'avais pris un cours sur le lancement d'entreprise et on avait un bloc ressources humaines. Puis c'est ça, maintenant on parle des forces, travaillons nos forces. Alors d'abord, il faut les reconnaître, les cibler, on en prend 5, puis on travaille là-dessus. Ça va être beaucoup plus payant. Alors, l'idée est donc de trouver ces 5 points forts et d'organiser sa vie autour d'eux. Après avoir mené une grande étude scientifique, il a identifié 24 forces chez l'être humain, rangées en 6 catégories. Sagesse et savoir, courage, justice, humanité et amour, modération, transcendance. C'est parmi ces 24 forces que se trouvent nos 5 points forts à maximiser pour être plus heureux. Allez-y, trouvez vos 5 forces. Ensuite, vivre le moment présent. En vivant dans le passé ou en anticipant sans arrêt l'avenir, on ne profite de rien. Au contraire, profiter de l'instant présent, être présent à ses activités en pleine conscience, permet de mieux apprécier le moment que l'on vit et d'être plus heureux. Cela réduit le stress et l'anxiété. Parce que si je me projette toujours dans le passé, je ne peux pas le changer, il est fait. Tu sais, je l'ai traversé. Mais si je reste à me ressasser mon passé, dans mon cerveau, je ressasse des choses qui n'étaient peut-être pas très heureuses. Puis, au lieu de me motiver, ça va me démotiver, ça va me garder même en dépression. Donc, le passé, c'est le passé. Je peux rien y changer, mais il ne faut pas que je focus mon énergie là-dessus. Et puis, l'avenir, personne ne le connaît. L'avenir n'est pas encore écrit, c'est à moi de le décider aujourd'hui. Mais si je me projette dans l'avenir et que je stresse pour l'avenir que personne ne connaît, si je mets mon énergie là-dedans, pareil, ça ne va pas me nourrir parce que c'est du perdu. Bon, décidément, ça affiche encore. Okay. Donc, revenons au moment présent. Pour être heureux, c'est le moment présent qui est important, d'être en pleine conscience, d'apprécier le moment. Ça va nous rendre heureux. Puis justement, la pleine conscience, j'en parle souvent, ça va vraiment nous aider à réduire le stress et l'anxiété. Ici et maintenant. Faites surtout l'exercice avec votre enfant. Ceux qui ont de jeunes enfants, les enfants sont dans le moment présent. Puis des fois, observez-les. Juste de voir comment eux, ils sont dans le moment présent, puis ça va nous aider à y être. Puis surtout quand vous jouez avec votre enfant, là, lâchez la tablette, le téléphone. Soyez dans le moment avec votre enfant, il va pouvoir bien vous l'apprendre, ça, le moment présent. Ensuite, pensez aux autres. La psychologie positive recommande de trouver des activités philanthropes. La sensation de satisfaction perdurerait davantage dans le temps comparé aux activités juste divertissantes ou amusantes. C'est ça, donc
Oui, c'est bien beau que je me divertis, que je m'amuse, mais il y aura un effet beaucoup plus durable de satisfaction lorsque je donne aux autres. Mm, c'est vrai. Cultivez le positif. Focalisez-vous plutôt sur les événements positifs. Hein, le cerveau, il a besoin. Ça aussi, c'est une rééducation. Il faut focuser sur du positif. Le soir, avant de se coucher, remémorez-vous votre journée, puis remettez-vous dans ce qui vous a plu. Qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui ou cette semaine? Quel a été l'événement qui m'a fait du bien? Tu sais, de se remettre ça souvent dans le cerveau comme image. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce qui m'a fait du bien? Euh, Ça va m'aider à rester dans le positif. Donc focalisez-vous plutôt sur les événements positifs que sur les moments négatifs de la vie. Pour cela, vous pouvez noter tous les soirs dans un carnet 3 bonnes choses qui vous sont arrivées dans la journée. Ça aussi, c'est un truc que je donne à mes clientes. Le soir, avant de se coucher, notez-vous qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui vous a fait plaisir, qu'est-ce qui était bien aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez apprécié, aimé. Parce que plus on met du positif, bah plus le cerveau va commencer à voir le positif. Puis focuser là-dessus. Parce que si vous focussez toujours sur ce qui ne va pas, c'est sûr que ça va vous drainer, vous prendre du jus, puis vous mettre dans le négatif, puis en dépression. Donc on focus sur le positif. C'est tout un exercice, mais c'est comme tout. Plus on le fait, plus ça va être facile. Et le dernier, diffuser de la bienveillance. On peut décider de faire du bien autour de soi de façon désintéressée. Ainsi, on se lance des défis chaque jour pour faire un nombre d'actes de gentillesse. Et peu importe la grandeur. La psychologie positive les appelle les Random Acts of Kindness. Moi j'appelle ça la BA, la bonne action. Tu sais, des fois, tu es en voiture, puis tu t'arrêtes au stop, puis tu te dis, oh ben non, je vais laisser passer l'autre. Ou tu es à l'épicerie, puis quelqu'un est derrière toi qui a juste 3 articles, toi t'en as 15 000. Tu sais, de te proposer, oh ben passer avant moi, ça va aller plus vite. Ou de tenir la porte, à cette heure, on ne tient plus rien, on se désinfecte les mains. Mais des gestes gentils, gratuits, donnés au suivant. Ici, à Rimouski, la cafetière, par exemple, vous pouvez payer le café du suivant. Tu sais, faire un acte de générosité, mais qui est pas du tout calculé, puis que c'est ça, on va faire plaisir à quelqu'un, on ne sait pas à qui. Tu prends ta commande au Saint-Hubert, puis tu payes la commande du prochain, tu sais, genre surprise ou plutôt Tim Hortons. Mais oui, ça peut être quelque chose de spontané, puis de désintéressé, mais des petits défis comme ça chaque jour, un acte de gentillesse, une BA. Puis souvent, on en retire beaucoup, beaucoup. Ça nous apporte de la joie, ça nous apporte une satisfaction de faire plaisir à quelqu'un, surtout quand c'est complètement désintéressé. Ouais, voilà. Donc la psychologie positive, c'est ça la bienveillance. Bienveillance envers soi, bienveillance envers les autres. Donc voilà, je pense que j'ai fini ma capsule. J'ai parlé de tout à peu près. Avez-vous des questions? Sinon, les questions, vous pourrez me les écrire après, c'est pas grave. Pour ceux qui vont regarder ma capsule en rediffusion, il n'y a pas de problème, je répondrai à vos questions. Donc c'est ça, les migraines, ma capsule d'aujourd'hui. Comme il fait beau, bah, je vais vous laisser. Moi aussi, je vais profiter de la belle journée ensoleillée. Enfin, la chaleur arrive, ça va faire du bien. Et oui, les massothérapeutes, je pense qu'on va bientôt avoir le feu vert du gouvernement pour travailler. Alors suivez ma page, puis je vais peut-être essayer de faire aussi une infolettre comme certaines clientes, j'ai leur courriel, parce qu'il y aura sûrement des consignes d'hygiène à respecter. Il y aura sûrement, oui, c'est ça, des consignes à mettre en place. Donc ça se peut que ce soit un peu différent pour pour la séance de réflexologie. Je pense que je vais devoir porter un masque, vous devrez avoir votre masque, se laver les mains, la distanciation. De toute façon, je donnerai des rendez-vous quand même décalés pour que les clientes ne se croisent pas. Donc tout ça, je vais le mettre en place. J'espère peut-être début juin pouvoir recommencer à ouvrir ma clinique. On attend, c'est ça, le feu vert du gouvernement, puis les consignes de la CNESST au niveau de l'hygiène, de la salubrité, de la désinfection et tout ça. Mais je reste positive, j'ai bon espoir. Je pense qu'on va pouvoir retravailler bientôt parce que les massothérapeutes, on est dans la même catégorie que tout ce qui est esthéticienne, coiffeuse, soins du corps.
Donc, quand votre esthéticienne ou votre coiffeuse va reprendre, ben, nous, on va sûrement reprendre avec eux parce que on est des associations en soins du corps, on est ensemble. Donc, les consignes vont être pour tout le monde. Donc voilà, alors au plaisir, n'hésitez pas à partager ma page, mes vidéos. Euh, D'ailleurs, j'ai une vidéo qui roule sur Facebook qui montre vraiment c'est quoi une séance de massage de 30 minutes d'un pied. Là. Vous pouvez vraiment vous identifier puis vivre la séance comme si vous seriez dans la chaise. Donc, elle est sur ma page sur la section vidéo. Donc, vous pouvez aller voir une vidéo de massage de réflexologie. Ça va vraiment vous donner une bonne idée de comment ça se passe. Ça a été filmé dans mon bureau. Donc, vous pouvez voir l'environnement aussi très serein et calme. Parce qu'ici, je suis pas dans, je suis chez moi. J'ai transféré mon bureau à la maison, mais mon bureau est au grand séminaire. Puis, l'ambiance est vraiment très calme, calme, pas bruyante, feutrée, puis très relax. Donc voilà, sur ce, pas de questions. Bah, merci à tous, puis partagez ma vidéo. Moi aussi, je donne ça, c'est ma bonne action de donner des conseils de santé et de prévention pour tout le monde. Moi, ça me fait plaisir, j'aime ça. Pour moi, c'est un point fort. Puis j'ai découvert justement des choses à faire pendant cette pandémie que j'y avais peut-être pas pensé avant. Donc c'est ça aussi le changement. On s'adapte, puis on trouve des choses qu'on peut faire et on découvre et puis on se rend compte que ça nous plaît. Bon, moi j'aime ça. Donc si je ne retravaille pas la semaine prochaine, je vais essayer de refaire une capsule mercredi prochain. Je réfléchis encore pour l'idée. Si jamais vous avez des idées de capsules, de sujets qui vous intéresseraient, surtout n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire aussi. De quoi je pourrais parler, quel sujet de santé je pourrais aborder pour vous. Toujours bien sûr en lien avec la réflexologie. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un beau mercredi ensoleillé. On sort, on profite du soleil, vitamine D, la marche, la respiration. Hein, on travaille des bonnes habitudes pour rester en santé. Sur ce, merci beaucoup à vous. Puis bonne journée. À bientôt. Bye bye. Oh, ça s'est arrêté tout seul.